Pour compléter la notion d'adressage, intéressons-nous plus particulièrement ici, dans cette leçon vidéo, à la notion d'adressage mixte. C'est une notion, cet adressage mixte, que vous utiliserez dès lors que vous aurez besoin de recopier vos formules de calcul dans des grands tableaux. Vous aurez besoin de recopier à la fois à droite et vers le bas. Vous vous rappelez, pour l'instant, on a utilisé l'adressage relatif. Par exemple, pour le montant hors taxe, lorsqu'on voulait aller chercher la cellule prix unitaire multipliée par la quantité, on allait cliquer sur la cellule, il me mettait l'adresse C6, et lorsqu'on recopiait vers le bas ou à droite, l'adresse était incrémentée. Par exemple, C6 devenait C7, C8, si on avait recopié à droite, c'est le C qui aurait été incrémenté en D. Ça, c'est l'adressage relatif. On avait vu également l'adressage absolu, lorsqu'on voulait figer l'adresse d'une cellule. Par exemple, ici, dans le montant de TVA, on voulait toujours aller chercher le taux de TVA qui se trouvait dans la cellule C2, donc on avait cliqué sur C2 et on avait appuyé sur la touche F4, de façon à faire apparaître les dollars devant le numéro de colonne et devant le numéro de ligne. Prenons un autre exemple d'adressage absolu. J'aimerais bien calculer ici le pourcentage des ventes de jeux par rapport au total du chiffre d'affaires. Je vais me placer dans la cellule où je veux faire apparaître le résultat, mettre mon signe égal, je vais aller chercher le montant hors taxe du produit Magic the Gathering. Donc là, j'utilise un adressage relatif, E6, et c'est très bien, puisqu'effectivement, quand je vais recopier ma formule de calcul vers le bas, il faudra qu'il aille chercher le montant hors taxe de Horror Arkham en E7, puis celui de Legendary Encounters en E8, et ainsi de suite. J'ai donc raison d'utiliser un adressage relatif. Je mets mon signe divisé. Et je vais devoir venir chercher la cellule contenant le total du chiffre d'affaires, E20. Et là, attention, je ne clique surtout pas, je ne me contente pas de cliquer sur E20, sinon je vais utiliser, là encore, de l'adressage relatif, et lors de la recopie, il va mettre E21, E22. Or non, il faut toujours qu'il aille chercher en E20. Je vais donc appuyer sur la touche F4, juste après avoir cliqué sur E20, pour lui dire que je veux figer l'adresse E20. Adressage absolu. Très bien. Normalement, on devrait, vous le savez, quand on calcule un pourcentage multiplié par 100, c'est la fameuse règle de 3 où le produit en croît. Dans Excel, on n'a pas besoin de multiplier par 100. Regardez, on appuie sur la touche Entrée. Alors, de fait, ici, il vient de me calculer 0,46, ce qui est normal, puisque c'est un pourcentage pour l'instant par rapport à 1, puisque je n'ai pas multiplié par 100. Par contre, il m'a ajouté un format monétaire euro, ce qui n'est pas très heureux ici, puisqu'évidemment, ce ne sont pas des éléments monétaires. Alors, pour changer ce format, on va aller dans l'onglet Accueil, c'est dans la partie format de nombre là-haut, vous voyez, dans le groupe nombre. Pour l'instant, il a mis un format de comptabilité. Moi, je vais tout simplement cliquer ici le petit bouton de pourcentage qui va avoir transformé automatiquement la valeur en pourcentage. Il a donc multiplié par 100 automatiquement quand on utilise ce bouton. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait au moment du calcul. Nous aurons l'occasion de revoir plus en détail ces formats de nombres plus loin dans d'autres leçons vidéo. J'ai validé ma formule de calcul, je vais tout simplement la recopier vers le bas, voilà qui est fait. Donc ça, c'était pour résumer l'adressage relatif et absolu que nous avions vu dans d'autres leçons vidéo. Maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin en introduisant l'adressage mixte. Quand je clique sur une cellule dans une formule de calcul égale et que je clique une cellule, j'utilise un adressage relatif. Lors de la recopie, l'adresse est incrémentée. Si j'appuie sur la touche F4, j'utilise un adressage absolu. L'adresse sera figée. Regardez, je vais appuyer une deuxième fois sur F4. Et maintenant, vous allez voir apparaître un seul dollar devant la ligne 5, mais pas devant la colonne. Nous sommes en présence ici d'adressage mixte. On ne fige ici que la ligne, pas la colonne lors de la recopie. Pourquoi? Parce que le dollar est devant le numéro de ligne. Je rappuie une nouvelle fois sur F4 et là, regardez, cette fois-ci, le dollar est devant la colonne. Ça veut dire que lors de la recopie, je figerai la colonne, mais pas la ligne. Je rappuie une fois sur F4, regardez, je suis revenu à l'adressage relatif. Vous l'avez compris, la touche F4 vous permet de basculer de l'adressage relatif à l'adressage absolu, puis à l'adressage mixte, première forme d'adressage mixte, où je fiche que la ligne, puis
nouvelle forme d'adressage mixte où je fige la colonne. Et si je appuie sur F4, je rebascule en relatif. Comment utiliser et quand utiliser cet adressage mixte? Prenons un exemple. Je vais reproduire ici la table de multiplication. Je vais donc, à partir de moins et moins 2 ici, faire une petite série incrémentée pour récupérer les valeurs de 1 à 9. Pareil pour mes lignes ici. Et j'aimerais bien écrire la formule de calcul ici qui me permet d'obtenir la multiplication de mes éléments de ligne et de colonne. Alors l'intérêt, évidemment, c'est d'écrire une formule qui sera valable pour toutes les cellules. Je ne vais pas m'amuser à écrire 81 formules de calcul. Je vais écrire la formule ici, je vais la recopier à droite et vers le bas. Et bien quand vous aurez besoin comme ça de recopier des formules à la fois à droite et en bas, vous aurez besoin d'utiliser de l'adressage mixte. Allons-y. Je me place dans la cellule, je mets mon signe égal. Si je clique, j'utilise du relatif. Regardez, je vais le faire avec de l'adressage relatif. Vous allez tout de suite comprendre qu'il y a un problème lors de la recopie. Pas la peine d'aller plus loin. Vous voyez, sur cette cellule, il est venu chercher cette cellule multipliée par celle-ci. Évidemment, le résultat n'est pas du tout celui que nous souhaitions. 1 fois 6 ne fait pas 720. Notez que si vous utilisez de l'adressage absolu, c'est pas mieux. Je clique, j'appuie une fois sur la touche F4, je mets mon signe multiplié, je viens rechercher, j'appuie sur F4. Évidemment, le résultat fera toujours 1, puisque je vais toujours chercher à 5 que je multiplie par B4. Vous ne pouvez pas utiliser ni du relatif, ni de l'absolu. Alors regardez bien. Égal, je vais venir cliquer ici sur la cellule A5. Et je vais appuyer sur la touche F4 jusqu'à avoir un dollar devant le A, mais pas devant le 5. Alors pourquoi je fige la colonne et pas la ligne? Parce que si vous observez bien, mes valeurs sont toujours dans la colonne A ici, mais jamais dans la même ligne. Je vais donc lui signaler qu'il faudra toujours aller en A, mais jamais dans la même ligne. Si je recopie vers le bas, il faudra qu'il me mette 6, 7, 8. Par contre, si je recopie à droite, il faudra qu'il garde la colonne A. Je mets mon signe multiplié. Je viens chercher la cellule B4. Et là, c'est l'inverse. Les éléments de colonne sont toujours en ligne 4, mais jamais dans la même colonne. Je vais donc appuyer sur la touche F4 jusqu'à avoir un dollar devant le 4, parce que je veux figer la ligne 4, mais pas devant le B, parce que je ne souhaite pas figer la colonne B. Très bien. J'ai utilisé ici deux adressages mixtes. J'appuie sur la touche Entrée, je recopie ma formule de calcul à droite, vous voyez que ça fonctionne. Quand on veut recopier une formule de calcul à la fois à droite et en bas, on doit d'abord recopier à droite, puis ensuite, une fois qu'on a fait la recopie à droite, on vient sur la case de recopie incrémentée et on effectue un double clic sur la petite case. Très bien, en une formule, vous venez de reproduire les 81 formules de calcul. Et vous voyez que si je viens sur n'importe quelle cellule et que je la corrige, il a bien été cherché, grâce à l'adressage mixte, la bonne ligne ou la bonne colonne, en figeant soit la ligne, soit la colonne, comme on le souhaitait. Prenons un autre exemple. J'ai ici des fournitures que je vais commander chez différents fournisseurs. Et j'aimerais bien comparer ce que ça va me coûter si j'achète chez JPG, Viking ou Syndex un certain nombre de quantités de ces articles. Je pourrais décider d'écrire les formules de calcul une par une, autrement dit, fournisseur par fournisseur. Par exemple, pour JPG, je mettrais mon égal, je viendrais chercher ce que ça me coûte si j'achète chez JPG et je multiplierai par les quantités de cet article qui m'intéresse. Bien sûr, je pourrais recopier cette formule vers le bas et poursuivre ici pour Viking, égal, je viendrai chercher le tarif que me propose Viking, que je multiplierai toujours par les quantités, et ainsi de suite. Mais je vais devoir, si je fais ça, écrire mes formules de calcul séparément pour chacun des fournisseurs. Vous l'avez compris, si j'ai beaucoup de fournisseurs, je n'ai pas fini. Moi, je prétends que si vous maîtrisez l'adressage mixte, et c'est votre cas maintenant, vous allez pouvoir écrire une seule formule de calcul que vous allez pouvoir recopier à droite et en bas. Regardez, je me positionne ici, égal,
je vais venir chercher le montant facturé par JPG, en l'occurrence C5, et là, je vais utiliser l'adressage relatif. Oui, c'est bien C5. Pourquoi? Parce que quand je recopierai vers le bas, il faudra bien qu'il aille chercher C6 ou C7 pour aller chercher le tarif qui est proposé par JPG pour les chemises ou les sous-chemises. Par contre, si je vais recopier à droite, il faudra bien qu'il aille me chercher cette fois-ci le tarif à droite de Viking. Autrement dit qu'il incrémente non plus la ligne, mais la colonne D. Parfait. Vous devez utiliser de l'adressage relatif. Vous mettez votre signe multiplié et vous venez chercher la quantité, F5. Le problème, c'est que là, si on utilise du relatif, quand on va recopier à droite pour Viking, il va aller chercher les quantités non plus en F, mais en G. Or, les quantités, pour l'ensemble des fournisseurs, sont toujours dans la colonne F, mais jamais dans la même ligne, ça dépend de l'article. Je vais donc appuyer sur la touche F4 jusqu'à ce que j'ai un $ devant le F, puisque vous voulez figer la colonne F, mais pas devant le 5, puisque là, il faudra qu'il incrémente, lors de la recopie, l'adresse de la ligne. J'appuie sur la touche Entrée. Regardons, si je recopie ma formule de calcul à droite, puis vers le bas, automatiquement, ma formule de calcul a été recopiée. J'ai réussi, en une formule, à écrire toutes les formules de calcul. Vous comprenez l'intérêt de maîtriser cet adressage mixte. Il ne me reste plus qu'à faire un petit total ici, donc là je vais utiliser la petite commande de somme automatique dont on a déjà parlé. Je vais simplement redélimiter ma zone et recopier à droite. Voilà la notion d'adressage. Donc en résumé, vous avez 3 notions d'adressage importantes. L'adressage relatif, quand vous cliquez sur une cellule, il fait du relatif et lors de la recopie, l'adresse de la cellule est incrémentée. L'adressage absolu, on clique, on appuie une fois sur la touche F4 et là, l'adresse de la cellule va être figée, elle ne sera pas incrémentée. Enfin, vous cliquez la cellule, vous appuyez 2 ou 3 fois sur la touche F4, vous faites à ce moment-là de l'adressage mixte, il n'y aura qu'un seul $ devant la colonne et la ligne, et lors de la recopie, seule la ligne ou la colonne qui n'a pas été figée sera incrémentée. Vous devez maîtriser cet adressage mixte si vous voulez travailler sur des tableaux beaucoup plus conséquents. Vous aurez besoin de recopier à la fois à droite et en bas. Lorsque vous créez des applications de calcul avec un outil tableur, vous utilisez très régulièrement des paramètres. Les paramètres, ce sont des valeurs que vous connaissez, mais que vous voulez pouvoir faire évoluer très rapidement et qu'automatiquement les calculs se mettent à jour. Par exemple, un taux de TVA, si demain il change, je vais le changer directement dans une cellule et automatiquement tous les calculs vont se mettre à jour. Pour gérer correctement vos paramètres, je vous conseille d'utiliser la gestion des noms. Vous allez nommer les cellules contenant les valeurs paramètres et utiliser les noms dans les formules de calcul. Regardons comment cela fonctionne concrètement. J'ai ici une application de calcul où je souhaite calculer les commissions qui seront calculées, commissions vendeurs, en fonction des montants hors taxes réalisés par la vente de chacun de ces jeux. Je pourrais très bien ici écrire mon égal, venir chercher le montant hors taxe et multiplier par mon taux de commission. En l'occurrence, je pourrais par exemple distiller que mon taux est de 2,35%. Alors, ça fonctionne, mais c'est franchement pas bien, vous le savez. Vous avez employé une valeur dans la formule de calcul. Or, on ne doit jamais utiliser de valeur dans les formules de calcul. Sinon, le jour où la valeur bouge, il va falloir aller corriger la formule de calcul. Avouez que ça n'est quand même pas très pratique. Alors, vous allez me dire, il suffit donc de taper le taux de commission ici dans une cellule. C'est vrai, de 35%. Et là, dans ma formule de calcul, je pourrais très bien venir chercher le montant hors taxe et je multiplierai par la cellule C3. Et là, attention, on utiliserait la touche F4, l'adressage absolu, pour figer, évidemment, l'adresse de la cellule lors de la recopie. Ça fonctionne très bien. Si je recopie vers le bas, ça fonctionne. Et vous voyez que si demain, je change mon taux de commission, par exemple 3%, automatiquement, la commission a été mise à jour. Ça, vous savez le faire. Maintenant, vous verrez que très souvent,
on aura besoin d'utiliser énormément de paramètres dans les applications et on ne va pas forcément saisir ces paramètres dans la feuille applicative. Très souvent, la feuille paramètres, elle contient des données importantes, donc on la met à part et on va pouvoir même, et on le verra plus tard, carrément masquer cette feuille paramètres pour qu'un utilisateur lambda ne puisse pas y accéder et modifier ces valeurs paramètres qui sont très importantes. Donc regardez, j'ai prévu ici une feuille paramètres dans mon document et j'ai déjà saisi le taux de commission. Il va donc falloir que je vienne chercher le taux de commission ici. Pour cela, le mieux, c'est d'utiliser la technique de gestion des noms. On va nommer la cellule contenant ce taux de commission, C1, et on utilisera le nom dans la formule de calcul plutôt que l'adresse absolue. En fait, la gestion du nom, c'est une simplification de l'adressage absolu. Comment je fais pour nommer la cellule 235? Je vais cliquer dessus, la cellule que je vais nommer, et je vais aller dans l'onglet « Formule » d'Excel. Dans cet onglet « Formule », vous allez trouver ici toute une zone qui traite les noms. Je vais dans cette zone utiliser « Définir un nom ». Quand je clique sur « Définir un nom », regardez, une boîte de dialogue apparaît à l'écran. Par défaut, il a repris ici le nom qui était placé dans la cellule ici B1. Mais comme je n'ai pas le droit de mettre d'espace, il m'a remplacé l'espace par un underscore, le caractère de soulignement. Moi, je vous conseille de donner le nom que vous voulez. Alors ce nom, il faut faire attention parce que c'est lui qui va être réutilisé à l'intérieur de vos formules de calcul. Moi, j'ai l'habitude de commencer mes noms par un petit préfixe. Alors vous verrez, quand je crée un paramètre individuel, je commence souvent par la lettre X. Pourquoi? Parce qu'on verra que ce nom, on va le réutiliser dans les formules, je vous le disais, et qu'il n'y a pas de fonction de calcul Excel commençant par la lettre X. Du coup, dès que je vais taper X, je verrai apparaître mes paramètres. Mais on en parlera plus tard. Moi, quand je crée un paramètre qui représente, par exemple, une plage de cellules, je commence souvent par PLG. Quand il s'agit d'une table, je commence souvent par TB pour table. Donc, je me donne un petit préfixe qui me permet de retrouver plus rapidement mes noms. Donc là, je vais l'appeler, regardez, XTX.com. Un peu, ouais, je mets une petite majuscule à mes éléments, juste pour pouvoir repérer assez bien mon nom. Donc XTX.com, c'est le nom que je donne. Il a une étendue ici classeur. Ça veut dire que je vais pouvoir réutiliser ce nom dans n'importe quelle feuille de mon classeur. Je vais laisser cette étendue. Et là, regardez, je suis invité à mettre, si je veux, un commentaire. Donc n'hésitez pas à mettre de commentaires, hein. Moi, je vais taper ici taux de commission, parce qu'on verra que quand on utilisera ce nom, le commentaire, on le retrouvera et ça vous aidera à retrouver le nom, notamment si vous avez énormément de paramètres. Donc je vous invite toujours à mettre un commentaire. Et vous voyez que on voit bien que cette cellule fait référence à paramètres point d'exclamation $C $1. Paramètre point d'exclamation, c'est en fait la feuille où se trouve cette cellule. Le point d'exclamation indique une formule de liaison. J'ai été dans la feuille paramètres et j'ai été chercher la cellule C1. Notez bien que c'est de l'adressage absolu. Vous voyez que quand on donne un nom, ça remplace plein l'adresse absolue. Très bien. Je valide par OK. C'est fait. La cellule a été nommée. Alors, je vois que la cellule est nommée parce que, regardez, quand je suis dans cette cellule, je vois apparaître son nom directement dans la zone de nom là-haut, hein, à la place de l'adresse de la cellule. Donc, vous voyez que je retrouve bien XTX.com. On pourrait d'ailleurs utiliser cette zone pour nommer également la cellule. Moi, je préfère utiliser la commande définir un nom parce qu'elle me permet de mettre un commentaire très important. Comment je vais réutiliser ce nom? Regardez, je reviens dans la feuille où je veux calculer la commission. Et là, je vais mettre mon égal. Je vais venir chercher le montant hors taxe, multiplier. Et là, pour récupérer la cellule nommée, je vais commencer par taper le début du nom. Donc regardez, je vais taper mon X. Vous voyez l'importance d'avoir mis mon préfixe. Et là, regardez, je vais voir apparaître immédiatement ici, si vous regardez bien, dans une liste, l'ensemble des noms commençant par la lettre X. Alors là, il n'y en a qu'un, XTX.com. Et vous voyez que quand je clique une fois dessus, je vois finalement le commentaire, taux de commission. Donc quand il y en aura beaucoup, ça m'aidera
à choisir le nom. Pour le choisir, attention, il faut faire un double clic. En faisant le double clic, j'ai choisi XTXCom. Donc, je peux maintenant valider ma formule de calcul. Et vous voyez que si je recopie vers le bas, ça fonctionne. Si demain, je veux modifier mon paramètre, regardez, je reviens dans Paramètres. À la place de 2,35, je tape 3%. Je reviens dans la feuille. Vous voyez que la commission a été mise à jour. Au lieu, je recommence la formule de calcul, égale, je viens chercher le montant hors taxe, multiplié, si je ne me rappelle plus du tout du nom que j'ai donné à mon paramètre. Bon, là, l'idéal du X, vous l'avez compris, c'est que je retrouve immédiatement par la suite les noms. J'avais mis aussi le préfixe X parce que, regardez, si je l'avais appelé taux de commission, j'aurais tapé T, et là, Excel me propose aussi toutes les fonctions d'Excel, fonctions de calcul, dont on parlera plus tard, qui commencent par la lettre T. Et donc, le nom serait perdu dans la liste des fonctions, même s'il y a un petit symbole ici indiquant une fonction, alors que vous voyez que quand on est avec un paramètre, on a ce petit symbole représenté ici par ce petit quadrillage avec des cellules en bleu qui correspond au nom et qui me permet de savoir qu'il s'agit d'un nom. Donc ça me permet de le repérer. Mais en tout cas ici, je n'ai que ça, alors que sinon il serait perdu dans la liste des fonctions. Alors, moi je ne me rappelle plus du tout du nom que j'ai donné à mon paramètre. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir réutiliser l'onglet Formule là-haut. Et dans l'onglet Formule, regardez, vous allez trouver la commande dans une formule. Et en utilisant ici dans une formule, vous retrouvez la liste de tous les noms. Donc vous allez pouvoir utiliser XTXCom, ce qui va avoir pour effet de récupérer ce nom. Vous appuyez sur la touche Entrée, vous recopiez votre formule de calcul. Voilà une deuxième façon de récupérer le nom d'une cellule. Vous voulez modifier le nom de la cellule, il suffit de savoir qu'elle est dans la feuille paramètres, et vous allez ce nom, et vous allez pouvoir le modifier. Vous pourriez aussi utiliser dans l'onglet Accueil le bouton Rechercher, qui vous permet très vite, regardez, d'utiliser la commande Atteindre. Atteindre, ça vous permet d'atteindre directement une cellule, le cas échéant, regardez, qui est nommée. Donc je vais pouvoir aller sur XTXCom et dire OK. Dès lors que je vais cliquer sur OK, je vais me retrouver immédiatement sur la cellule de taux de commission et je pourrais, pourquoi pas, bouger mon taux de commission. Vous voyez que c'est très très pratique de mettre vos paramètres dans une feuille à part, de les nommer et d'utiliser les noms dans les formules de calcul. Voilà quelques exercices ici. Vous pourriez vous entraîner. Vous avez besoin, pour calculer le prix total du pain, d'un paramètre qui serait le prix du pain. Pour calculer le remboursement kilométrique, d'un paramètre qui serait l'indemnité kilométrique. Je le fais sur le prix du pain. Vous pourriez reprendre cet exercice et vous entraîner sur le nombre de kilomètres. Il me suffirait d'aller dans la feuille paramètres, de mettre dans cette feuille le prix du pain, de le saisir, par exemple indice. Je viendrai sur cette cellule, j'utiliserai, comme je vous l'ai montré dans l'onglet Formule, définir un nom, et là on va l'appeler X prix pain, par exemple. Donc c'est bien une étendue classeur, je vais signaler qu'il s'agit du prix du pain, prix unitaire du pain. Elle fait référence à la cellule C3 de paramètres, très bien, je valide par OK. Je vais donc pouvoir revenir ici, et pour calculer le prix total du pain, mettre la formule de calcul qui va chercher le nombre de pains, que je vais multiplier. Grâce à mon petit x, je vais pouvoir retrouver très rapidement tous les paramètres qui commencent par la lettre x. Vous voyez qu'il me propose bien maintenant le x prix pain et le XTXCom. En cliquant sur l'un ou sur l'autre, je vois apparaître le commentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est x prix pain ici. Je fais un double clic dessus pour le choisir. Je valide ma formule de calcul, je recopie vers le bas. Entraînez-vous, essayez de reproduire la même chose. Vous avez des kilomètres, vous avez un paramètre qui est l'indemnité kilométrique. Débrouillez-vous pour nommer et réutiliser ce nom ici dans la formule de calcul. La gestion des noms, c'est quelque chose de très important. Je vous conseille de regrouper vos paramètres, de les nommer, d'utiliser la technique des noms dans les formules de calcul à la place de l'adressage absolu.
Vous avez nommé des cellules contenant des valeurs paramètres, mais vous avez besoin de modifier le nom ou de modifier l'adresse qui fait référence à ce nom. Voyons toutes les commandes qui permettent de gérer efficacement les noms que vous avez donnés dans un classeur. Par exemple, ici, dans la feuille exercice, la formule de calcul qui permet d'obtenir le remboursement kilométrique comporte une erreur. Valeur, j'affiche cette formule de calcul, B14 multiplié par XID-KM. Pas de doute, je fais référence à une cellule nommée XID-KM à l'intérieur de cette formule de calcul. Sans doute, l'erreur vient de cette cellule. Alors, si je ne sais pas où elle se trouve, je peux, je vous le rappelle, utiliser dans l'onglet « Accueil » la commande « Rechercher, sélectionner » et notamment la commande « Atteindre ». La commande « Atteindre » me permet d'atteindre une cellule précise de par son nom. Je vais donc lui demander d'atteindre XID-KM. Je dis OK, vous voyez que je me retrouve immédiatement dans la feuille paramètres, là où a été nommée cette cellule. Or, je m'aperçois que je n'ai pas bien nommé. Au lieu de nommer la valeur 0,42, j'ai nommé le texte qui correspond. Évidemment, dans la formule de calcul, il a essayé de multiplier par IDKM et ça pose souci. Alors, comment fait-on pour modifier les noms? Je vous ai montré dans une vidéo précédente que la gestion des noms se trouve dans l'onglet « Formule » et notamment dans la zone de gestion des noms qui se trouve ici. Définir un nom, c'est la commande que nous avons pour l'instant utilisée. Quand on voudra modifier un nom, on n'utilisera non plus définir un nom, mais le gestionnaire de nom qui se trouve ici. On clique sur le bouton gestionnaire de nom et là, regardez, on retrouve l'ensemble des noms qui ont été donnés dans le classeur. Donc, vous voyez qu'à partir de là, on peut venir sur l'un ou l'autre des noms. On retrouve d'ailleurs la valeur. On voit à quelle cellule fait référence ce nom. On a l'étendue et on a même le commentaire. On pourrait les filtrer, on pourrait en créer d'autres, on pourrait les modifier, on pourrait les supprimer. Vous voyez qu'on accède à toute la gestion des noms. On va donc pouvoir ici venir sur IDKM et demander d'effectuer une modification. Effectivement, ce qui ne va pas ici, c'est l'adresse de la cellule. Je fais référence pour l'instant à la cellule B5. Or, moi, ce n'est pas B5, mais C5. Je vais donc tout simplement venir dans cette zone et remplacer cela en cliquant ici sur la cellule C5 par la référence à cette cellule C5. Je valide par OK. Le nom a été mis à jour. On voit que maintenant, il affiche bien la valeur 0,42. Vous voyez que ma formule de calcul fonctionne maintenant correctement. Donc à chaque fois que vous aurez besoin de modifier un nom, donc soit parce que vous trouvez que le nom est mal orthographié, ou soit parce qu'il ne fait pas référence à une bonne cellule, vous utiliserez le gestionnaire de nom que vous trouvez dans l'onglet « Formule ». Je vous ai expliqué qu'on pouvait nommer une cellule également en utilisant la partie zone de nom ici. Donc attention, c'est bien, on peut nommer ici une cellule, ça ne permet pas de modifier, ça permet juste de nommer. Alors il suffirait de venir dans une cellule et de taper le nom directement dans la zone de référence. Maintenant, moi ce que je reproche à cette technique, c'est que je ne peux pas mettre de commentaire, je fais juste que nommer la cellule. Du coup, moi je vous encourage toujours pour nommer, utiliser la commande définir un nom, et pour modifier le nom, d'utiliser le gestionnaire de nom dans la partie, dans le fameux onglet formule, dans la partie non définie. Définir un nom, gestionnaire de nom. Il est possible également de nommer non plus une cellule, mais une plage de cellules et d'utiliser du coup ce nom, là aussi, dans une formule de calcul. Prenons un exemple. Je reviens dans « Utiliser un nom » ici, et je vais décider de nommer la plage des commissions. Donc regardez, je sélectionne cette plage, et j'utilise là encore, dans l'onglet « Formule », « Définir un nom ». Je vais appeler cette plage « PLG Commission ». Toujours avec mon préfixe, petit préfixe, pour me rappeler qu'il s'agit d'une plage, et je vais signaler ici qu'il s'agit de la plage des commissions.
elle fait bien référence, dans la feuille utiliser un nom, aux cellules I6 à I18. Je dis OK, voilà qui est fait. Regardez, je vais me positionner à l'intérieur d'une autre feuille. Je vais même créer carrément une autre feuille. Je vais zoomer. Et j'aimerais bien ici faire le total des commissions. Autrement dit, j'aimerais bien dans cette cellule sommer l'ensemble des commissions qui se trouvent dans cette feuille utiliser un nom. Je reviens ici et je vais utiliser la fonction somme. Alors regardez si j'utilise la somme automatique. Je reviens dans l'accueil, je me place ici et j'utilise le bouton, comme on l'a déjà vu, de somme automatique. Alors il m'a écrit la fonction somme égale somme parenthèse, mais là, il était incapable de me proposer une plage de cellules à additionner. Il n'a pas trouvé de plage à proximité qui pouvait convenir. Qu'à cela ne tienne, regardez. Moi, je vais utiliser PLG en tapant le début de PLG. Le début de PLG, c'est le nom que j'ai donné à ma plage des commissions. Regardez, il va me la proposer. PLG, commission. Il ne me reste plus qu'à faire un double clic pour choisir PLG commission et à valider ma formule de calcul. Je viens ici de faire apparaître le total de la plage commission. Donc vous voyez que le nom PLG commission remplace la plage de cellules qui contient toutes les commissions. Et tout ça est dynamique, bien évidemment. Si je reviens dans utiliser un nom ici, que pour le jeu Seven Wonders, j'ai vendu 50 boîtes de jeux, ça va générer une commission de 79,90. Vous voyez bien que cette commission vient d'être ajoutée dans cette feuille. Voilà comment on gère correctement les noms que l'on a donnés à nos cellules, à nos paramètres. Et voilà aussi comment on peut nommer des plages de cellules et réutiliser les noms dans les formules de calcul. Microsoft Excel met à votre disposition près de 500 fonctions prédéfinies qui vont vous aider lorsque vous allez devoir écrire vos formules de calcul les plus complexes. Mais comment s'écrit une fonction de calcul dans Excel? Quelle en est la syntaxe? En fait, on commencera toujours par mettre un égal, comme pour toute formule de calcul, mais derrière le égal, vous devrez immédiatement indiquer le nom de la fonction de calcul que vous voulez utiliser. Chaque fonction de calcul porte un nom précis qui a été donné par Microsoft. Vous devrez donc connaître, retrouver ce nom de fonction. Derrière le nom de la fonction, vous aurez toujours une parenthèse ouverte et à l'intérieur des parenthèses, vous indiquerez les arguments de la fonction. Il faudra bien sûr, à un moment donné, refermer cette parenthèse. Les arguments de la fonction, ce sont en fait les éléments dont a besoin la fonction pour effectuer le calcul. Donc ce sont en fait des cellules, des formules de calcul que vous allez devoir fournir à la fonction pour qu'elle puisse réaliser cette opération de calcul. Si la fonction que vous utilisez n'a pas d'argument, c'est possible. Par exemple, regardez ici, j'ai utilisé la fonction aujourd'hui que j'ai entrée dans la cellule M16. J'ai écrit dans cette cellule égale aujourd'hui, j'ai ouvert la parenthèse et je l'ai refermée. La fonction aujourd'hui permet d'obtenir automatiquement la date du système, la date du jour. Cette fonction n'a pas d'argument. J'ai écrit égal, le nom de la fonction aujourd'hui, j'ai ouvert la parenthèse et je l'ai refermée aussitôt. Même quand une fonction n'a pas d'argument, il faut mettre des parenthèses. Derrière le nom de la fonction, on ouvre la parenthèse et on la referme. La plupart des fonctions que vous allez utiliser auront un ou plusieurs arguments. Dans ces cas-là, par exemple ici, regardez, dans cette cellule M11, j'ai entré la fonction somme égale somme, c'est le nom de la fonction, parenthèse ouverte, et là j'ai été chercher la plage de cellules N4 à N8. Comprenez par là, je fais la somme de N4 jusqu'à N8. Vous avez repéré que le symbole de point est le symbole qui est utilisé pour déterminer une étendue de cellules, une plage de cellules de telle cellule jusqu'à telle cellule. Enfin, si votre fonction comporte plusieurs arguments, le symbole que vous utiliserez pour séparer les arguments de la fonction, c'est le point-virgule. Ainsi, par exemple, dans cette cellule ici, M12, j'ai écrit égale somme parenthèse, j'ai repris N4 à N8, mais comme j'ai voulu ajouter un argument, j'ai utilisé le symbole point-virgule, et derrière, regardez, j'ai été indiqué la plage de cellules P4 jusqu'à P6. Donc le point-virgule permet de séparer
les arguments d'une fonction. Voilà les éléments importants que vous devez connaître lorsque vous écrivez une fonction Excel. Alors maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais où trouve-t-on toutes ces fonctions de calcul dans Excel? En fait, si vous regardez bien, dans Excel, vous avez un onglet qui s'appelle Formule. Et dans cet onglet Formule, vous avez un premier groupe très important qu'on appelle la bibliothèque de fonctions. Dans ce groupe bibliothèque de fonctions, vous allez retrouver toutes les fonctions de calcul d'Excel rangées par catégorie. Les fonctions récemment utilisées, les fonctions automatiques, les fonctions financières. Vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur l'une de ces catégories, je vois apparaître, rangé par ordre alphabétique, l'ensemble des fonctions qui la composent. Et quand je viens sur l'une ou l'autre de ces fonctions, par exemple ici, Amorline, il m'indique les différents arguments de la fonction coût, point virgule, valeur résiduelle, point virgule, durée, en vous indiquant en même temps quel est l'objet de la fonction. Vous pouvez toujours, quand vous êtes sur une fonction comme celle-ci, utiliser le lien en savoir plus. En fait, ce lien en savoir plus vous permet d'ouvrir une fenêtre d'aide qui vous permettra de retrouver l'ensemble des fonctions de calcul. Et en venant sur l'une ou l'autre de ces fonctions, vous aurez le détail de la fonction de calcul avec des exemples pour vous permettre de mieux comprendre comment l'utiliser. Donc vous voyez qu'on a de quoi retrouver les fonctions qui nous intéressent. Donc il y a des fonctions financières, il y a des fonctions dites logiques, on aura l'occasion de les voir dans d'autres chapitres, des fonctions de texte, des fonctions de date et d'heure, de recherche dans des matrices, des fonctions de maths et de trigonométrie, et même beaucoup de fonctions de statistique et de probabilité ou d'ingénierie. Enfin, vous l'avez compris, il y en a pour toutes les professions, pour toutes les utilisations. Il y a même ici, via le bouton « Insérer une fonction », la possibilité de rechercher une fonction en tapant quelques petits mots-clés. Je veux par exemple effectuer des arrondis, donc je veux arrondir, je vais cliquer après avoir tapé mon mot-clé sur le bouton « Rechercher » et regardez, il va me proposer toutes les fonctions Excel qui me permettraient d'effectuer des arrondis, fonctions arrondies, arrondis au multiple, arrondis inf, arrondis sup, et ainsi de suite. Et je pourrais à partir de là tout simplement obtenir l'aide sur l'une ou l'autre de ces fonctions ou même lancer, nous le verrons dans une vidéo prochaine, un assistant qui nous aidera à écrire cette fonction. Voilà. Près de 500 fonctions de calcul prédéfinies, mises à votre disposition. À vous d'aller retrouver les fonctions les plus importantes par rapport à ce que vous avez à réaliser comme calcul et à entrer ces fonctions dans vos tableaux de calcul. Il y a plusieurs façons d'entrer une fonction dans Excel. Première technique, vous allez saisir la fonction directement au clavier. Encore faut-il que vous connaissiez son nom, ses arguments. Quoique, vous allez voir que dès que vous commencez à saisir une fonction, Excel va vous proposer une saisie semi-automatique qui va vous accompagner tout au long de l'écriture de cette fonction de calcul. Imaginez par exemple ici, dans ce tableau, que je souhaite calculer la moyenne des ventes de Mélusine par rapport, moyenne, à ces 12 mois de vente. J'ai une fonction dans Excel qui s'appelle tout simplement moyenne. Moi, je la connais, je vais écrire mon égal et regardez, je vais taper le début de moyenne. Avez-vous remarqué que Excel vous propose immédiatement toute une série de fonctions en lien avec ce que vous venez de taper? Il vous propose moyenne, moyenne géométrique, moyenne harmonique, etc., etc. C'est en fait toutes les fonctions qui contiennent le mot que vous êtes en train de taper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne. Donc regardez, je vais venir tout simplement sur moyenne ici et je vais faire un double clic. Le simple fait d'avoir fait un double clic, regardez, il vient de m'écrire immédiatement moyenne et il a ouvert la parenthèse puisqu'il sait que c'est une fonction et qu'automatiquement toutes les fonctions commencent derrière leur nom par une parenthèse ouverte. Et il me dit que la fonction moyenne, elle a besoin de plusieurs arguments, un nombre 1, un nombre 2. En fait, ce qu'il appelle, lui, nombre 1, c'est une plage de cellules. Évidemment, vous comprenez bien qu'on ne va pas saisir un nombre directement ici, mais spécifier une plage de cellules dont on veut la moyenne. Donc là, on va regarder avec la souris, sélectionner une plage de cellules, en l'occurrence, dans mon cas ici, B5 à B16. J'ai terminé ma moyenne, je dois fermer la parenthèse puisque, rappelez-vous,
quand on termine une fonction, il faut impérativement fermer la parenthèse liée à cette fonction. Moyenne de B5 jusqu'à B16, j'appuie sur la touche Entrée, j'ai le résultat qui apparaît immédiatement. Et je peux, comme n'importe quelle formule de calcul, recopier à droite pour avoir la moyenne de Gérard, ou ici, la moyenne d'Alex. Donc ici, je viens d'écrire une fonction en utilisant la saisie semi-automatique. Vous voyez, pareil, hein, je voudrais calculer le classement ici des ventes totales en fonction des totaux de vente classés mais moins. Donc moi je sais qu'il existe une fonction dans Excel qui s'appelle rang, R-A-N-G. Donc je vais l'utiliser. Regardez, je fais un double clic quand il me la propose. Il m'indique qu'il faut donner dans un premier temps ou indiquer dans un premier temps le nombre en gros que l'on veut classer. Donc le nombre que je veux classer, moi c'est la vente, le total de vente du mois. Donc je vais aller chercher E5. Et là, regardez, il me dit, derrière, cette fonction comporte plusieurs arguments. Donc là, on va séparer les arguments par un point-virgule. Donc je vais mettre mon point-virgule. Et là, il me dit maintenant, deuxième argument, tu dois préciser la référence, comprenez par là, la plage de cellules. Hein, je veux classer la cellule E5 par rapport à quoi? Ben, moi, je veux classer E5 par rapport à toutes ces cellules, E5 à E16. Alors attention, dans les fonctions de calcul, on doit utiliser aussi les adressages. Donc là, je vais impérativement appuyer sur la touche F4, puisque lorsque je recopierai cette formule de calcul vers le bas, il faut évidemment que E5 soit incrémenté en E6, mais il faut que la plage E5 jusqu'à E16, elle reste E5 à E16. Regardez, il vous invite à mettre un point-virgule en vous proposant un troisième argument qui est ordre, mais si vous regardez bien, l'ordre qui est entre crochets indique qu'il s'agit d'un argument facultatif. Je ne vais pas le mettre donc ici, je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. En fait, quand on n'entre pas cet ordre, il fait un classement en mettant en premier la valeur la plus importante. Donc là, il vient de me dire que les 420 sont en 6e position des ventes par rapport à la sélection de toutes ces ventes. Si je recopie ma formule vers le bas, vous voyez bien qu'il a été capable de calculer le rang. Hein, la première position revient bien à la valeur ici de 1420 qui correspondait au mois d'octobre. Voilà, donc ça c'est de la saisie de fonctions semi-automatiques. C'est moi qui ai écrit les fonctions directement au clavier et qui ai été aidé par Excel. Après, vous avez la possibilité d'utiliser un assistant fonction lorsque vous voulez écrire vos formules de calcul. Alors l'assistant fonction est très pratique, notamment quand vous ne savez pas trop quels sont les arguments qu'il va falloir fournir à la fonction et que vous ne savez peut-être même pas quel est le nom de votre fonction. J'aimerais par exemple ici calculer l'arrondi du nombre en faisant un arrondi aux 50 centimes les plus proches. Alors, je sais qu'il s'agit d'un arrondi, donc l'idée, c'est d'aller retrouver, si je ne connais pas la fonction, la retrouver dans l'onglet Formule. Il y a de grandes chances qu'elle soit rangée dans les fonctions de mathématiques ou de trigonométrie. Vous voyez, arrondi, mais arrondi, c'est un arrondi par rapport au décimal. Ça ne va pas. Arrondi au multiple, ça c'est mieux. Donne l'arrondi d'un nombre au multiple spécifié. Alors, c'est celle-là qui m'intéresse ici. Si je ne savais pas qu'elle était rangée dans maths et trigonométrie, j'aurais pu utiliser, insérer une fonction et taper le mot-clé ici, arrondir, rechercher pour essayer de retrouver toutes les fonctions d'arrondi possibles d'Excel. Maintenant que je sais que c'est l'arrondi au multiple dont j'ai besoin, ben, je vais venir ici dans maths, trigonométrie, je vais aller chercher arrondi au multiple. Alors avant, bien évidemment, j'ai pris soin de me placer dans la cellule où je voulais écrire le calcul. Et là, l'intérêt de cet assistant fonction, c'est qu'il va vous aider, vous accompagner dans l'écriture de la fonction de calcul. Donc là, regardez, il vous signale que vous devez lui préciser le nombre et il vous dit que le nombre est en fait la valeur à arrondir. Donc là, je vais cliquer sur cette cellule B2. Très bien. Je vais ensuite cliquer sur le deuxième argument ici, multiple, et il vous signale que multiple est le multiple auquel le nombre doit être arrondi. Alors, soit je l'ai dans une cellule, moi, ce n'est pas mon cas, donc comme je ne l'ai pas dans une cellule, je vais le taper ici, donc 0,5, puisque je veux arrondir aux 50 centimes les plus proches. Je termine en validant par OK mon assistant fonction, et vous voyez que le résultat
est obtenu immédiatement. Il a bien arrondi le nombre ici aux 50 centimes le plus proche. Notez que si j'effectue un double clic sur la cellule, il a écrit automatiquement la fonction de calcul, c'est-à-dire qu'en fait, il a ramené le nom de la fonction, il a mis les parenthèses et il a mis les points-virgules. Vous comprenez l'intérêt de cet assistant fonction qui vous accompagne, il vous pose quelques questions, vous lui indiquez les arguments et lui se contente d'écrire la fonction, de mettre les parenthèses, les points-virgules qui vont bien. Alors, c'est pratique évidemment quand on ne connaît pas la fonction. Maintenant, quand vous connaissez la fonction, vous allez bien plus vite à l'écrire au clavier, d'autant que nous aurons l'occasion de le voir quand on veut imbriquer plein de fonctions l'une dans l'autre. Sans doute, c'est plus pratique d'écrire directement au clavier. Prenons un autre exemple. J'aimerais ici calculer le remboursement d'un emprunt, en prenant un taux d'intérêt constant. Je vais dans les fonctions financières. Alors, dans les fonctions financières, la fonction qui m'intéresse, c'est VPM. Alors, on aurait pu essayer, là encore, d'aller rechercher cette fonction, et elle permet de calculer le montant de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et taux d'intérêt constant. Donc, VPM, il m'indique que dans un premier temps, il faut le taux. Vous voyez, et en plus, je suis aidé, parce qu'il me dit bien ici, c'est le taux d'intérêt, si on lit bien l'élément, de la période. Hein. Donc là, moi, ici, c'est la cellule qui contient mon taux, mais attention, le taux ici, c'est le taux annuel. Donc j'ai intérêt de le diviser par 12 si je veux faire un remboursement mensuel. NPM, me dit-il, est le nombre total des versements pour rembourser le prêt. Donc là, en l'occurrence, j'ai saisi dans cette cellule les 30 années, mais ce sont des années que j'ai saisies ici, hein, la durée en années. Donc moi, je vais prendre ici la durée que je vais multiplier par 12. Et puis, le VA me dit c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs. En l'occurrence, ici, c'est peut-être un peu pompeux, c'est l'emprunt. Donc, attention, la fonction VPM me calcule un chiffre négatif puisque c'est de l'argent que vous devez. Donc, moi, je vais ajouter un petit moins devant mon VA ici pour avoir une valeur positive. Je sais que c'est de l'argent que je dois rembourser. Je vais valider par OK. Voilà. Le résultat est obtenu. Tous les mois, je devrais rembourser 864,93 € pour rembourser cet emprunt de 200 000 € à un taux de 3,20% sur 30 ans. La durée ici était bien en année. Et le taux était bien le taux annuel. Donc vous voyez que automatiquement, en utilisant l'assistant, il écrit la fonction qui correspond VPM avec l'ensemble des arguments séparés par un point-virgule. Donc vous voyez comment on saisit des fonctions dans Excel. On peut faire de la saisie directement au clavier ou on peut utiliser l'assistant fonction qui va vous accompagner en mettant les points-virgules, en vous posant les bonnes questions pour que vous arriviez au résultat de l'écriture de cette fonction de calcul. Excel comporte près de 500 fonctions de calcul prédéfinies, nous l'avons dit, mais en plus, vous allez pouvoir imbriquer des fonctions l'une dans l'autre. Une fonction qui est elle-même dans une fonction, qui est pourquoi pas dans une autre fonction, ce qui va multiplier les possibilités de calcul. Alors, regardez par exemple ici, j'ai un petit tableau sur 3 sites, j'ai réalisé des ventes sur janvier, février et mars, et j'ai calculé une moyenne en utilisant tout simplement la fonction moyenne de B2 à B4, les cellules du dessus. J'aimerais bien obtenir la moyenne, mais arrondie à deux décimales les plus proches. Alors vous allez me dire, je pourrais finalement sélectionner les cellules et aller dans l'onglet Accueil pour appliquer un petit format monétaire ou jouer avec les petits boutons qui me permettraient de retirer des décimales. Oui, c'est possible, mais ce serait un arrondi à l'affichage. Or moi, j'aimerais faire un arrondi au niveau du calcul. Je vais donc utiliser une fonction ici d'arrondi. Donc j'ai calculé la moyenne, je pourrais décider d'arrondir le résultat de la moyenne. Alors la fonction arrondi, elle s'écrit égale arrondi. On va prendre la fonction arrondi classique, arrondi parenthèse, on vient chercher la cellule contenant la valeur que l'on souhaite arrondir, point virgule, et on indique le nombre de décimales. Donc je veux arrondir ce résultat à 2 décimales et je ferme la parenthèse.
comme nous l'avons vu précédemment, on a le nom de la fonction et entre parenthèses, on met les arguments. Cette fonction arrondie, elle a 2 arguments, la cellule que je veux arrondir et le nombre de décimes. Parfait. Donc vous voyez que ça fonctionne. J'ai bien effectué un arrondi par défaut à 2 décimales. Mais j'ai été obligé ici d'écrire 2 fonctions. J'ai d'abord écrit la fonction moyenne, puis ensuite, j'ai demandé d'arrondir le résultat de la moyenne à 2 décimales. J'aurais très bien pu écrire cela en une seule opération. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais, vous l'avez compris, ce que je veux arrondir ici, c'est ce qui est dans B5. Et si vous regardez ce qu'il y a dans B5, c'est la moyenne. Donc en gros, je veux arrondir le résultat de la moyenne à 2 décimales. Je vais donc écrire, regardez, égal. Je vais commencer par utiliser la fonction arrondie. Et là, le premier argument de la fonction arrondie, c'est la moyenne. Donc, à l'intérieur des parenthèses d'arrondi, regardez, je vais imbriquer une autre fonction qui est la fonction moyenne. Moyenne, parenthèse, vous avez vu, on va mettre un deuxième niveau de parenthèse et Excel, pour me montrer qu'on est bien en train d'imbriquer une nouvelle fonction, il change les couleurs des parenthèses. Vous voyez, la parenthèse d'arrondi était en noir. Là, la parenthèse de moyenne est en rouge. Donc, moyenne de tout ça, de cette plage de cellules de janvier, février, mars de Lille, B2 à B4, je ferme la parenthèse de moyenne. Vous voyez que la parenthèse reste bien en rouge ici. Et attention, je reviens à ma fonction arrondie. Tout ça, c'était le premier argument de la fonction arrondie. Je voulais arrondir la moyenne de B2 à B4. Je vais donc mettre mon point-virgule. Je suis maintenant, et il me le signale, si vous regardez bien dans la petite infobulle qui apparaît sous arrondi, je suis maintenant dans le deuxième argument d'arrondi, où je dois indiquer le nombre de chiffres. Donc en l'occurrence, j'ai dit que je voulais 2 décimales. Et là, maintenant, je dois terminer la fonction arrondi en fermant la parenthèse d'arrondi. Donc là, on dit que la fonction moyenne est imbriquée à l'intérieur de la fonction arrondie. Regardez, si je valide, j'obtiens bien le même résultat, bien évidemment, que ce que j'ai fait là. Donc vous voyez, plutôt qu'écrire 2 fonctions dans 2 cellules, on va pouvoir écrire le tout en une seule formule de calcul. J'arrondis le résultat de la moyenne à 2 décimales. Je viens de vous montrer ici comment imbriquer une fonction dans une autre fonction. On va pouvoir, dans Excel, comme ça, aller jusqu'à 64 niveaux d'imbrication. Vous imaginez une fonction qui est imbriquée dans une fonction, qui est elle-même imbriquée dans une fonction, et ainsi de suite. Vous voyez que ça offre de grandes possibilités d'écriture, de calcul. Les fonctions de calcul les plus utilisées dans Excel sont les fonctions de statistiques simples, faire une somme, obtenir une moyenne, obtenir la plus grande valeur, la plus petite valeur, ou compter un nombre de cellules contenant des valeurs numériques dans une plage de cellules, par exemple. Ces fonctions sont très utilisées et donc accessibles soit à partir de l'onglet Accueil, et notamment du bouton ici Somme automatique. Vous vous rappelez, au lieu de cliquer sur Somme automatique, on peut venir sur la petite liste déroulante, et là on va retrouver Somme, Moyenne, NB, Max, Min, les 5 fonctions les plus courantes. Alors, si je veux obtenir, par exemple, le chiffre d'affaires des jeux de société ici, je vais me placer dans cette cellule et je vais aller chercher directement somme. Il m'écrit égal somme parenthèse, ouverte parenthèse fermante, et il attend que je délimite la plage de cellules concernées. En l'occurrence, B2 jusqu'à F2. J'appuie sur la touche entrée, je recopie la formule vers le bas. Bien évidemment, dès que je vais maintenant saisir une valeur, quelle qu'elle soit, pour n'importe quelle ville, pour les jeux de société, de rôle, etc., je vais obtenir le total du chiffre d'affaires. J'aurais pu tout aussi bien écrire cette fonction plutôt qu'utiliser le bouton de somme automatique ici, écrire cette fonction en utilisant la saisie semi-automatique. Je me mets dans ces cas-là dans la cellule, j'écris le égal, je commence par taper le début de somme, vous voyez qu'il me propose la fonction somme, j'ai plus qu'à faire un double clic sur somme, il a ouvert la parenthèse, je n'ai plus qu'à sélectionner la plage de cellules concernées, en l'occurrence B2 jusqu'à B7, je ferme la parenthèse pour terminer ma fonction et j'appuie sur la touche Entrée. Je n'ai plus qu'à recopier ma formule à droite.
Donc vous voyez bien que si j'ai fait 18 000 ici en jeu de rôle pour Lille, le calcul se met à jour automatiquement. Pour obtenir la moyenne, le principe est le même. Soit vous passez en cliquant dans la cellule par le bouton ici, liste déroulante de somme automatique, et vous choisissez tout simplement moyenne, et vous voyez qu'il a écrit égale moyenne, parenthèse. Alors il me propose B9, évidemment, c'est pas B9 ici, mais bien la plage de B2 jusqu'à B7, donc à moi de sélectionner la plage. Je valide et je recopie tout simplement, là encore, ma formule à droite. Ou alors là il me met des divisions par 0, parce que je n'ai pas encore de saisie de valeur ici dans mes cellules, mais dès que j'aurai entré quelques ventes pour chacune des villes, vous voyez que je n'aurai plus de division par 0. Pour obtenir la plus grosse valeur, même topo, soit je vais chercher là-haut la fonction max, la plus petite valeur c'est la fonction min, pour faire un décompte de cellules contenant des valeurs numériques CNB, ou soit j'utilise la saisie semi-automatique. Égal, je commence par taper le début max, la fonction de toute façon c'est max, je vais faire un double clic et je sélectionne la plage de cellules. Je ferme la parenthèse et je recopie à droite. Pour le min, je vais utiliser le bouton automatique, vous voyez, je fais ce que je veux, je vais utiliser ici min. Il m'a écrit automatiquement min de B9 à B11. Non, c'est bien min de B2 jusqu'à B7, la plus petite valeur de vente, quel que soit le type de jeu de Lille. Et vous voyez que si demain, j'ai fait que 5 000 € avec les jeux de cartes, il va me proposer ici 5 000 € en valeur minimum. Alors, les valeurs ou les cellules vides sont ignorées avec ces fonctions, c'est ça qui est intéressant. Quand on utilise somme, moyenne, max, min, NB, dès que vous mettez une cellule vide, elle est ignorée dans les éléments de calcul. Et si vous tapez une donnée contenant du texte, elle est également, cette donnée texte, totalement ignorée. Donc regardez ici sur cet exercice, j'ai par exemple des individus qui ont eu des notes dans différentes matières. Je veux faire le total ici, donc je vais utiliser la fonction de somme automatique. Voilà qui est fait, j'obtiens le total, je recopie vers le bas. Je vais venir ici et j'aimerais obtenir la moyenne, donc je vais utiliser la fonction moyenne. Attention, il a pris, vous avez vu dans la sélection ici, il m'a pris moyenne de B5 jusqu'à G5. Non, 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 il faut que je m'arrête évidemment à F5. Donc redélimitez bien la plage dont vous avez besoin. B5 à F5, et on va tout simplement recopier cette formule vers le bas. Et on continue. Là, je veux la moyenne, mais cette fois-ci par matière. Donc, même topo, je me place ici. Soit j'utilise le moyenne là-haut, soit je tape égale moyenne, parenthèse ouverte, et je sélectionne l'ensemble des éléments. Tac, je recopie à droite. Donc, vous voyez que les données contenant du texte sont totalement ignorées. Notez que si je veux la médiane et plus la moyenne, la moyenne, elle prend l'ensemble des notes et elle divise par le nombre d'élèves. Mais le problème, c'est que si vous avez un élève qui a une très très bonne note, ou deux élèves qui ont une très bonne note, ça va augmenter la moyenne. Donc la médiane, elle coupe la population en deux. On aura 50% de la population qui sera en dessous de la médiane et 50% au-dessus. Alors la médiane, on ne la trouve pas là. Ce n'est pas une des fonctions les plus couramment utilisées. Donc là, vous allez devoir utiliser directement la saisie semi-automatique, égale médiane, il me la propose. Vous voyez, j'ai tapé le début de médiane. J'ouvre la parenthèse automatiquement et je sélectionne la plage de cellules concernées. Donc là, vous avez la médiane. Donc vous voyez, là où la moyenne était de 10,5, finalement, la médiane est à 8. C'est-à-dire qu'il y a 50% d'élèves qui ont moins de 8 et 50% qui ont plus de 8. Pourtant, la moyenne était de 10,5 parce qu'il y a un élève qui avait eu une très bonne note ici. Et puis un deuxième même qui avait eu une très bonne note aussi. Alors, pour obtenir la valeur maximum, là, je peux revenir en me plaçant dans la cellule sur les fonctions automatiques, donc max, et je vais sélectionner la plage de cellules concernées. Et je recopie à droite. Pareil pour min, je vais chercher ici la fonction min et je sélectionne la plage de cellules concernée. Je recopie à droite. Je veux maintenant obtenir le nombre d'élèves présents. Alors c'est ceux évidemment qui n'ont pas le texte ici absent. Donc là, il suffit tout simplement que j'utilise la fonction NB.
je me place dans la cellule, regardez, NB permet de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides et qui ne contiennent pas du texte, autrement dit que les valeurs numériques. Donc vous voyez qu'il m'a bien mis 6 élèves ici, etc., puisqu'il a ignoré la cellule contenant le texte. Ici, il a ignoré aussi bien la cellule contenant le texte que celle contenant la cellule vide. J'aimerais également obtenir le nombre d'absents. Les nombres d'absents, ce sont les élèves qui ont un ABS, ici un texte à l'intérieur de la cellule. Je n'ai pas de fonction qui permette de compter le nombre de cellules contenant du texte, mais j'en ai une qui permet de compter les cellules contenant du texte et des valeurs numériques. En fait, elle ignore les cellules vides. Cette fonction, c'est nbval. On ne la trouve pas dans la liste des fonctions automatiques ici. Il suffit donc que je me place dans la cellule et que je saisisse égal et le début de nbval. Vous voyez qu'il va me la proposer, nbval. Je double-clique et je sélectionne la plage de cellules concernées. Elle fonctionne comme la fonction nb ou comme la fonction somme. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez qu'il m'a bien compté 7 personnes qui contiennent à la fois, autrement dit, 7 cellules contenant des valeurs numériques et du texte. Alors, moi, ce que je voulais, c'est le nombre d'absents. C'est uniquement ceux qui avaient du texte. Oui, mais au-dessus, j'avais calculé le nombre de présents, ceux qui ont uniquement la valeur numérique. Regardez, je vais corriger ma formule de calcul en faisant un double-clic, et je vais derrière cette fonction mettre un moins et venir tout simplement chercher la cellule du dessus. J'ai pris le nombre de cellules contenant des valeurs numériques et du texte, et je retranche celles qui contiennent que des valeurs numériques que j'ai calculées juste au-dessus. Et regardez, j'ai bien maintenant le nombre d'absents que je peux recopier à droite. Pour connaître maintenant le nombre de cellules vides, vous avez une fonction qui s'appelle tout simplement égale nb.vide, c'est son nom, nb.vide. Donc vous voyez que là encore, quand vous commencez à taper le début de la fonction, il vous la propose, et elle fonctionne de la même façon que les autres. Il suffit de sélectionner une plage de cellules concernées. nbvide de B5 à B11, j'appuie sur la touche Entrée, il n'y a pas de cellules vides dans la plage que j'ai donnée ici. Par contre, si je recopie à droite, vous voyez bien qu'ici, j'ai une cellule vide. Également ici. Donc voilà les fonctions de calcul qu'on utilise finalement le plus fréquemment, des fonctions de statistiques simples, une somme, une moyenne, un maximum, un minimum, à la rigueur une médiane, et quelques calculs comme ça de décompte. Voyons ici comment utiliser la fonction SUMPROD, très pratique lorsque vous devez effectuer la somme de plusieurs produits, additionner plusieurs multiplications. Alors, regardez ici, j'ai un exercice dans lequel j'ai un certain nombre d'élèves qui ont eu des notes dans différentes matières. Si je vous demandais de calculer la moyenne, très simplement, vous pourriez utiliser la fonction moyenne que vous connaissez maintenant et qui permettrait de faire la moyenne des cellules C3 à F3 pour le premier élève qu'on recopierait vers le bas. Voilà, donc ça, pas de souci, vous savez faire. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt d'obtenir une moyenne coefficientée. Autrement dit, je n'ai pas le même coefficient pour chacune des matières. D'ailleurs, regardez, j'ai mis le coefficient dans la partie ici coefficient, 4 pour les mathématiques, 2 pour le français, et ainsi de suite. Notez qu'ici, dans la cellule H1, j'ai écrit la fonction somme qui permet d'additionner l'ensemble des coefficients. Je vais en avoir besoin pour ma moyenne coefficientée. Première façon d'écrire cette moyenne coefficientée, je vais mettre un égal, venir chercher la note obtenue par l'élève ici en maths, C3, et je vais multiplier cela par le coefficient de maths, C1. Attention, je vais devoir utiliser ma touche F4 pour mettre de l'adressage absolu, puisque le coefficient sera toujours en C1, et ce, pour n'importe quel élève. Donc quand je vais recopier ma formule de calcul vers le bas, il faudra que mon C3 passe en C4, puisque pour Jérôme, c'est bien en C4 qu'on viendra chercher sa note de maths. Par contre, le coefficient restera bien en C1. Adressage relatif pour C3, adressage absolu pour C1. Très bien. Et je continue en mettant
mon plus, je vais aller chercher le français, multiplier, et là encore, je vais aller chercher le coefficient avec F4, et ainsi de suite. Je vais aller chercher la note de langue, multipliée par le coefficient de langue, toujours avec F4. Et enfin, la note de physique que je vais multiplier par le coefficient de physique, toujours avec F4. Et en fait, tout ça, il va falloir que je le divise par le total des coefficients. Donc là, j'ai intérêt de me replacer ici pour ouvrir une parenthèse, fermer la parenthèse, puisque il faut d'abord qu'il fasse toutes ces additions de multiplication et qu'on divise en fait après par cette cellule, là encore, avec F4, contenant le total des coefficients. Donc vous voyez que j'ai ici réalisé plusieurs additions de multiplication. Vous voyez que le résultat fonctionne, hein. Si je recopie vers le bas, pas de problème, j'ai la moyenne coefficientée. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de simplifier tout ça. Quand vous avez comme ça une somme de plusieurs produits, plutôt que de faire comme ça ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça, vous allez pouvoir utiliser la fonction SUMPROD égale SUMPROD. Donc vous voyez que dès que vous allez commencer à taper somme, il va vous proposer toutes les fonctions commençant par somme. SUMPROD est ici. On effectue un double clic, il ouvre la parenthèse. Donc SUMPROD, il va falloir lui donner les matrices. Donc en fait, on va lui donner ici la première matrice. Comprenez par là l'ensemble des notes de l'élève pour toutes les matières de C3 à F3. Point virgule, on va ensuite lui donner la deuxième matrice. La deuxième matrice, c'est en fait ici tous les coefficients. Alors là encore, en utilisant la touche F4, hein, puisque on le sait, les coefficients, il faut toujours les adresser avec une référence absolue. Pour tous les élèves, on viendra les chercher ici. Donc en fait, en faisant ça, lui, il comprend que le premier terme de cette première matrice devra être multiplié au premier terme de cette deuxième matrice et qu'il devra ajouter le deuxième terme de la première matrice qu'il multipliera par le deuxième terme de la deuxième matrice et ainsi de suite. Alors avec SUMPROD, on peut avoir comme ça plusieurs matrices. Il suffirait de séparer par des points-virgules l'ensemble des matrices. Moi j'ai terminé, je ferme la parenthèse de SUMPROD, il ne me reste plus qu'à diviser encore le résultat de SUMPROD, évidemment ici, par le total des coefficients en adressage absolu. Donc F4, j'appuie sur la touche Entrée, vous voyez que le résultat est correct. Donc la fonction SUMPROD vous permet d'additionner plusieurs produits et évite de mettre cette succession de plus tel élément multiplié par tel autre, etc., etc. Voilà une fonction simple qui peut être intéressante et vous faire gagner un petit peu de temps quand vous avez besoin comme ça d'additionner plusieurs produits. Pour arrondir le résultat de vos opérations de calcul, Excel met à votre disposition toute une série de fonctions de calcul d'arrondi que je vous propose de découvrir dans cette leçon vidéo. Vous pourriez me dire, avant d'attaquer, il suffit finalement de sélectionner et d'aller chercher les petits boutons d'arrondi dont on a déjà parlé là-haut. On retire des décimales, on ajoute des décimales, et voilà, le tour est joué, les arrondis sont effectués. Alors effectivement, ici, j'ai la valeur 585 360, qui est arrondi, le chiffre arrondi du total de la région centre, mais c'est un arrondi à l'affichage. Attention, ça veut dire que si vous reprenez cette cellule dans un calcul, et s'il y a 2, 3, 4 ou 10 décimales, Excel va continuer à tenir compte de ces décimales. Or, moi, ce que j'aimerais ici, c'est faire véritablement un arrondi au niveau du calcul. Autrement dit, me débarrasser totalement de ces décimales, le cas échéant, ou d'arrondir par rapport à des multiples ou des choses de ce type. Alors, pour cela, je vais devoir utiliser des fonctions de calcul. Par exemple, si je veux la partie entière ici de ce résultat, il y a dans Excel une fonction qui s'appelle tout simplement ent égale ent, parenthèse, et on vient chercher simplement la cellule en question. Un seul argument, la fonction ent, permet d'obtenir la partie entière. Donc vous voyez qu'il s'est débarrassé de l'ensemble des décimales. Si je recopie la formule vers le bas, vous voyez qu'à chaque fois, il s'est débarrassé des décimales. Ent, et on va chercher simplement
la cellule concernée. Notez qu'à partir du moment où on met une partie entière, on peut se débarrasser totalement ici des décimales. Vous voyez qu'il y a bien l'arrondi au niveau du calcul, mais après, derrière, si vous ajoutez 10 décimales, il va vous les placer, bien évidemment, sauf que vous aurez des 0,00, puisqu'il s'est débarrassé au niveau du calcul de ces décimales. Donc là, clairement, on n'aurait peut-être pas besoin de mettre de décimales, hein, donc 0 décimales, ce serait parfait ici pour cette partie entière, puisqu'on s'en est débarrassé. Attention, si vous aviez voulu arrondir un certain nombre de décimales, vous auriez préféré utiliser la fonction arrondi. Alors il y en a plusieurs, arrondi tout court, arrondi au multiple, arrondi.inf, arrondi.sup. Donc arrondi, c'est l'arrondi par défaut, arrondi au multiple, on le verra après, ça permet d'arrondir par rapport à un multiple, ou arrondi inférieur ou supérieur, vont forcer un arrondi inférieur ou supérieur, alors qu'arrondi, c'est l'arrondi par défaut. Si j'utilise par exemple la fonction arrondi toujours de cette cellule F2, regardez si je mets 0 décimale. Ce n'est pas la même chose que la fonction ent. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Je recopie ma formule vers le bas. Vous voyez qu'ici, il m'a mis 360. Pourquoi? Parce que la valeur, regardez, quand on fait un arrondi à 0 décimale, il regarde quand même la première décimale. Et comme là, c'était un 6, il a arrondi à l'unité supérieure, autrement dit 360. Là encore, on peut se débarrasser des décimales. Si au lieu de faire un arrondi à 0 décimale, regardez, j'avais fait un arrondi à une décimale, donc 0,1, vous voyez que dans ces cas-là, il fait l'arrondi à une décimale. Encore faut-il que j'affiche cette décimale. Vous voyez qu'il a bien mis ici 0,7 ou 0,8 ici, ou 0,4. Vous voyez qu'il est capable d'arrondir en regardant cette fois-ci le deuxième chiffre. Comme là, le deuxième chiffre était 37, et bien il m'a mis un 4. C'est l'arrondi par défaut. Quand la valeur est inférieure à 5, il fait un arrondi inférieur. Quand elle est supérieure, il fait l'arrondi supérieur. Si vous voulez forcer un arrondi inférieur, vous allez utiliser la fonction arrondi.inf. C'est la même chose. On fait l'arrondi inférieur de cette cellule. Là, cette fois-ci, on va utiliser une seule décimale, là encore. Vous voyez qu'il m'a fait un arrondi inférieur. Donc là, il a bien mis 60, ici 80, ici 30, 60, 40. Alors que si j'avais utilisé la fonction arrondi.sup, toujours de cette cellule, mais cette fois-ci toujours avec une décimale, il va m'indiquer maintenant 70 ou 90. Pour arrondir, non plus par rapport à des décimales, mais par rapport à un multiple, vous allez pouvoir utiliser la fonction arrondi au multiple ou plafond mat, plancher mat, que je vous présente maintenant. Égal arrondi au multiple. Vous allez choisir là encore la cellule concernée, F2, point virgule, et là on veut arrondir à 0,50 aux 50 centimes les plus proches. Vous voyez qu'immédiatement, il a arrondi aux 50 centimes le plus proche, 0,68, il a bien mis 0,50, 0,84, 0,0, ça fonctionne très bien. On pourrait préférer utiliser les fonctions plafond mat ou plancher mat, qui permet également d'arrondir par rapport à un multiple que vous allez déterminer, mais là qui va forcer un arrondi supérieur ou inférieur, plafond.mat, donc égal plafond.mat, plafond.mat. Vous allez utiliser là encore le nombre, F2, point virgule, la précision, donc là de nouveau 0,5, on va fermer la parenthèse, on va appuyer sur Entrée. Et vous voyez que en faisant cela, il a bien arrondi aux 50 centimes ici supérieur, puisqu'on a mis un multiple de 0,50. En l'occurrence, j'obtiens bien 585, 360. Je recopie ma formule vers le bas. En ce qui concerne le plancher, le principe est le même, égal plancher.mat. Notez qu'il existe les fonctions plafond ou plancher, mais qui restent présentes pour garder une compatibilité avec les anciennes versions d'Excel. Donc là, on utilise, ou on préfère utiliser maintenant, plafond.mat et plancher.mat. On va aller chercher là encore la cellule F2, point virgule, et on va cette fois-ci indiquer que notre multiple est de 10. On va fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Vous voyez qu'il a fait, cette fois-ci,
un plancher au multiple de 10. Donc 359, 585 359, arrondi à la dizaine d'euros inférieure, ça donne bien 350. Ou ici 620, etc. Donc voilà les principales fonctions d'arrondi que vous pouvez utiliser dans Excel lorsque vous voulez arrondir au niveau du calcul et plus seulement à l'affichage. La fonction nb.si présente dans Excel est très pratique. Elle vous permet de compter un nombre de cellules qui correspond à un critère, à une condition que vous allez indiquer. J'ai par exemple ici un tableau d'individus de différents sexes, de différents âges. J'aimerais compter le nombre d'hommes, le nombre de femmes. Je vais utiliser pour cela la fonction nb.si parenthèse. La fonction nb.si, regardez, elle utilise deux arguments. Le premier argument, c'est la plage de cellules concernée par le critère. Le second argument, c'est le critère lui-même. On va voir que ce critère, si vous le saisissez directement dans la fonction, c'est un critère au format texte. Il faudra l'encadrer de guillemets. Regardons cela de plus près. La plage de cellules, c'est la plage qui va de C3 à C13, point virgule. Deuxième argument, mon critère, je vous l'ai dit, je vais ouvrir les guillemets. En l'occurrence, j'ai indiqué pour les hommes la lettre H, je vais donc taper entre guillemets H. Et je vais fermer la parenthèse de ma fonction. Voilà qui est fait. Il m'a compté ici 7 hommes. Si je veux compter le nombre de femmes, je vais devoir remettre un nb.si parenthèse. Je vais de nouveau sélectionner la plage C3 à C13, point virgule, sauf que cette fois-ci, mon critère devrait être entre guillemets un F pour indiquer que je souhaite compter le nombre de femmes, 4 femmes. Alors tout cela est dynamique, bien sûr, si effectivement je remplace le H ici par un F, vous voyez bien que immédiatement le nombre d'hommes a diminué de 1 et le nombre de femmes a augmenté de 1. Je replace mon H dans la cellule et j'aimerais cette fois-ci améliorer un petit peu cette fonction nb.si. Je vais supprimer et je vais saisir finalement ici dans cette cellule le critère H pour homme, F pour femme. Du coup, je vais pouvoir écrire ma fonction pour le nombre d'hommes et la recopier vers le bas, puisqu'au lieu de mettre le critère directement dans la formule, je vais aller le chercher dans la cellule. Égale nb.si, parenthèse, la plage C3 à C13, attention, comme je vais recopier ma formule de calcul ici, la plage, je vais devoir l'adresser en absolu. Il faudra que lorsque je recopierai pour le nombre de femmes, on aille toujours chercher dans la plage C3 à C13. Point virgule. Et là, regardez, le critère, je vais aller le chercher tout simplement dans la cellule I3 ici. Et là, j'utilise de l'adressage relatif, puisque quand je vais recopier vers le bas, il faudra qu'il aille le chercher en I4 pour les femmes. Donc vous comprenez l'intérêt, ça m'évite d'écrire le critère directement dans la formule de calcul, je viens le chercher directement dans la cellule. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée, vous voyez que le résultat est le même, je n'ai plus qu'à le recopier vers le bas. Voilà la fonction nb.si. Je vais l'utiliser également pour compter ici le nombre de personnes qui ont plus de 45 ans. Égale nb.si parenthèse, je vais cette fois-ci sélectionner la plage des âges, puisque de D3 à D13, c'est là que j'entrerai les âges des personnes. Point virgule, ça c'était ma plage de critères. Je dois maintenant préciser le critère, la condition. Je vous rappelle que quand on le saisit directement dans la formule de calcul, il faut qu'il soit encadré de guillemets. Donc là, je vais utiliser mon opérateur de comparaison supérieur. J'aurais pu mettre inférieur, j'aurais pu mettre supérieur égal, en tapant supérieur suivi de égal, à vous de préciser le critère. Donc supérieur à 45, toujours entre guillemets, je répète, quand on saisit le critère directement dans la fonction nb.si, il doit être au format texte. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée, il y a 3 personnes qui ont plus de 45 ans. Là encore, si je voulais faire quelque chose de plus performant, je pourrais dire finalement que la limite, je vais la saisir ici, dans cette cellule
qui se trouve ici en I6. C'est là que je saisirai 45 ou que je saisirai 35, peu importe. Je saisirai la limite et il me donnerait toutes les personnes au-delà de cette limite. Dans ces cas-là, je vais utiliser égal nb.si parenthèse. Je vais là encore sélectionner la plage des âges, point virgule, et attention, je ne peux pas me contenter de venir chercher ici 45, je vais devoir lui mettre l'opérateur. Donc là, l'opérateur, entre guillemets, je vais utiliser supérieur. Et je vais devoir ajouter, on appelle ça en informatique, concaténer, autrement dit, derrière le signe supérieur, je veux faire suivre la valeur présente dans cette cellule. Je vais donc, pour cela, devoir utiliser un opérateur qu'on appelle l'opérateur de concaténation. J'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard lorsque je parlerai des fonctions de texte. Donc c'est ce fameux éperluette et commercial. Donc je vais utiliser cet opérateur de concaténation suivi de la cellule I6. En fait, il assemble le supérieur et le contenu de la cellule I6. Et donc là, regardez, si je ferme la parenthèse et que j'appuie sur Entrée, il m'a bien compté le nombre de personnes qui ont plus de 45 ans. Mais maintenant, regardez, si je tape 35 ici, il va me compter non plus les personnes qui ont plus de 45 ans, mais qui ont plus de 35 ans. Donc vous voyez que j'ai créé du coup une fonction NBSI plus intéressante parce que je vais saisir directement dans une cellule mon critère et immédiatement, il va mettre à jour le calcul en fonction de la valeur saisie dans cette cellule. Voilà comment on peut utiliser rapidement la fonction nb.si, très très pratique dans Excel. Les fonctions somme.si, moyenne.si sont très proches de NBSI. Elles vont vous permettre d'obtenir une somme ou une moyenne en fonction d'un critère, d'une condition que vous allez préciser. J'ai ici une gestion de machines à franchir. À certaines dates, des personnes provenant d'un service ont effectué un certain nombre de copies et on aimerait bien avoir la consommation totale en fonction du service. Donc je vais déjà écrire une formule de calcul assez simple ici, qui va prendre le compteur de fin moins le compteur de début pour connaître la consommation qui a été faite à la date en question. J'aimerais maintenant pouvoir ici obtenir la consommation totale par service. Donc c'est là que je vais utiliser une fonction somme.si puisque je veux additionner les consommations en lien avec le service qui sera dans la cellule ici, dans la plage de cellules B8 à B15. J'utilise pour cela la fonction égale somme.si parenthèse. Alors, vous voyez que la fonction somme.si, elle est très proche de la fonction nb.si. On va retrouver les deux premiers arguments à l'identique, la plage de cellules correspondant au critère, point virgule le critère, et on va ajouter un troisième argument qui sera la plage de cellules que l'on veut additionner, dont on veut additionner les valeurs. Donc, ma plage de critères, c'est bien la plage des services ici, B8 à B15. Je vais appuyer sur la touche F4, puisque cette plage sera, quand je vais recopier vers le bas pour les autres services, toujours de B8 à B15. Point virgule, le critère, lui, ça va être ce que je vais trouver dans la cellule G8, compta, puisque lui va devoir comparer ici dans cette plage de cellules, et dès qu'il va retrouver compta, il sait qu'il devra additionner la valeur. Point virgule. Dernier argument, vous allez devoir lui indiquer la plage de cellules que vous souhaitez additionner. En l'occurrence ici, c'est bien la plage contenant toutes les consommations de E8 à E15. Je vais là encore appuyer sur la touche F4, puisque cette plage sera toujours la même pour l'ensemble de mes services. Donc, j'ai bien indiqué ici que je voulais additionner les consommations quand l'élément se trouvant dans la plage des services était égal à compta. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée, vous voyez qu'il m'a automatiquement sommé la consommation totale. Si je recopie vers le bas, j'ai bien ici les consommations pour chacun des services. Pour avoir la consommation moyenne, le principe est le même.
Sauf que au lieu d'utiliser la fonction somme.si, je vais utiliser la fonction moyenne.si. Moyenne.si, parenthèse, la plage, c'est toujours la plage des services, F4, point virgule. Le critère, c'est toujours la cellule G8, point virgule. Et les éléments dont je veux obtenir la moyenne, c'est bien toujours ma consommation avec F4. Je vais fermer la parenthèse, appuyer sur Entrée, vous avez ici la consommation moyenne. Voilà comment on utilise cette fonction somme.si ou cette fonction moyenne.si. Prenons un autre exemple, juste pour vous montrer qu'il est possible, quand vous faites référence à des plages de cellules, de les nommer. Je vous rappelle que nous avons vu dans des précédentes leçons vidéo comment nommer une plage de cellules. Par exemple, ici, j'aimerais connaître le nombre d'individus dans mon tableau ici, venant de différentes origines, Terre, Pluton, Mars, et le montant que je leur ai facturé. Donc là, j'ai beaucoup de clients, donc plutôt que de faire glisser la souris sur ma plage de cellules, regardez, je vais sélectionner la plage des origines, sélectionner la plage des montants et leur attribuer un nom. Donc regardez, je me place sur la première origine ici de mon tableau, et avec CTRL, Maj, flèche en bas, vous vous rappelez, je sélectionne jusqu'à ce que je rencontre une cellule vide. Je vais alors aller dans l'onglet Formule pour choisir la commande, rappelez-vous, définir un nom. Définir un nom, ça me permet de donner un nom à ma cellule, à ma plage de cellules. Je vais l'appeler PLG origine. Vous vous rappelez que quand on donne un nom, on peut, si on veut, préciser ce que c'est la plage des origines, et elle fait bien référence aux cellules C2 à C30, vous voyez, en absolu. Très bien, je valide par OK. Voilà pour la plage des origines. Je fais pareil pour la plage des montants facturés. Je sélectionne, je vais dans l'onglet Formule, définir un nom, je vais l'appeler PLG montant, je pourrais préciser que c'est la plage des montants. Très bien. Et je vais maintenant pouvoir utiliser mon NBSI ou mon somme.si ou mon moyenne.si en fonction des éléments de plage. Par exemple ici, pour compter le nombre d'individus, je vais utiliser la fonction NBSI parenthèse, et là, regardez la plage, je n'ai pas besoin de la sélectionner, je vais simplement taper le début de la plage, en l'occurrence PLG, vous voyez, qui me propose les plages nommées. Ce qui m'intéresse, c'est PLG origine. Je vais faire un double clic sur PLG origine, point virgule. Là, ici, mon critère, c'est bien la cellule J4. Je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée pour pouvoir ensuite recopier ma formule de calcul. J'ai bien compté le nombre d'individus en fonction de leur origine. Pour le montant facturé, le principe est le même. Je vais utiliser cette fois-ci la fonction somme.si, parenthèse. Je vais, en tapant le début de PLG, vous vous rappelez, mes plages, je les ai nommées PLG quelque chose, donc en tapant le début, il me propose immédiatement le nom, c'est bien PLG origine toujours la plage des critères, point virgule, le critère c'est toujours J4, point virgule, et là maintenant, en tapant PLG, je vais lui préciser que la plage que je veux additionner, c'est la plage des montants. PLG montant, je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée, je recopie ma formule vers le bas, il a bien calculé les montants facturés en fonction des origines de mes clients. Donc voilà comment je peux très simplement dans Excel utiliser les fonctions somme.si, moyenne.si, NBSI et même les utiliser avec des plages de critères que j'ai préalablement nommées ou des plages additionnées que j'ai nommées.